J'ai pas l'impression que c'est faisable. Ouais. Moi, ce que tu viens de dire, je trouve que ça, c'est une bonne idée dans le sens que les personnes qui ont des terrains qui leur appartiennent, c'est pas le même jardin que ta maison, là. C'est passionnant de l'améliorer puis d'en prendre plus. Mais là, ce qui se présente là, cette gestion-là, elle ne nous appartient pas. C'est vrai. À cette heure de faire une culture qui va rapporter peut-être 20%, 30% de plus, où est-ce qu'on va le prendre, la méthode, puis le but de ça, puis elle va-t-il te servir un jour? Il n'y a pas de question à ça, là. Ben moi, je pense que c'est les revenus de la vente des produits qui vont être les revenus de l'entreprise, puis la valeur, le fonds de commerce de cette entreprise-là. Tu sais, c'est ce qu'ils vont vendre. Fait que c'est leur capacité à développer des produits innovateurs à plus haute valeur qui va augmenter la valeur de la compagnie. Je pense qu'on peut avoir des rendements intéressants, mais vous avez absolument raison, on n'a pas le fond de terrain. C'est ça, c'est ça. Ouais. OK, oui, ça va rapporter, mais regarde, aujourd'hui, la loi est changée. Mettons que tu aurais fait de la plantation, tu aurais fait de l'innovation. À matin, tu viens de passer au côté, là. Absolument. Je pense que si on s'engage dans des formes d'organisation comme ça, il faudrait prévoir des garanties légales pour les entreprises qui s'engagent là-dedans. Ouais, ça serait bien. Avec des possibilités de dédommagement si jamais la loi change. D'accord. Puis ça se fait dans des contrats. Ça se met dans des contrats. Si on ne le prévoit pas, on peut se faire laver. Si on le prévoit, ben c'est une protection. Mais ça serait une chose à prévoir, effectivement. Alors, au moins une Parce que ça s'est vu dans d'autres pays. La Nouvelle-Zélande avait beaucoup de forêts publiques qui ont privatisé à un moment donné, puis ils ont changé les règles de privatisation. Puis, en tout cas, il y avait vendu des forêts publiques à des entreprises étrangères, pour la plupart, chinoises, américaines, etc. Puis là, à un moment donné, les Maoris, qui sont leurs autochtones, ont dit « Non, ça nous appartenait, cette forêt-là, vous n'avez pas le droit de la vendre. » Puis là, après, ils sont arrivés en disant « Ben là, il faut que les entreprises qui ont acheté les forêts fassent un deal avec les Maoris. » Puis là, ça a été un peu surprenant pour les entreprises qui avaient acheté ça. Mais ils ont réussi à faire des deals avec les Maoris, puis ils ont créé des entreprises avec les Maoris, puis aujourd'hui, ces régimes-là fonctionnent bien. Puis il y a des compagnies chinoises, américaines et autres, australiennes, qui opèrent en Nouvelle-Zélande, associées avec les Maoris. Mais quand les règles ont changé, tu sais, le gouvernement a dû dédommager les entreprises parce que là, les règles du contrat étaient changées. Fait qu'ils ont dû faire des dédommagements. Mais il faut les prévoir dans le contrat. Au Nouveau-Brunswick, c'est J.D. Irving qui est propriétaire des terrains privés. Si vous allez vous promener au Nouveau-Brunswick, il y a des barrières partout, puis il n'y a plus personne qui a le droit d'entrer ses concessions, puis ils n'ont pas le droit de se promener ses terres. Oui. Ça fait que les 3/4 du Nouveau-Brunswick appartiennent à J.D. Irving. Oui. Ça fait que je vois pas l'avantage qu'on aurait à se priver de nos lacs puis de nos rivières parce qu'on n'aurait pas le droit. Puis en plus, en étant propriétaire foncier du terrain, il peut faire des clubs privés, il peut faire n'importe quoi. Tandis que là, nous autres, on a aboli ça au Québec, puis on a le droit d'aller sur nos territoires. Oui. Quand j'ai... Le CEPAC est là pour ça. Oui. Quand j'ai expliqué comment les Suédois ont privatisé des forêts publiques, les Suédois ont fait deux choses pour prévenir le J.D. Irvingisation de la Suède. Ils ont interdit à une compagnie de posséder plus qu'un certain territoire. Donc, au Nouveau-Brunswick, Irving, il possède la moitié du Nouveau-Brunswick, l'autre moitié, c'est McCain qui l'a. Et aussi, en Suède, ils ont interdit d'interdire l'accès aux forêts. L'accès aux forêts est public pour tout le monde, même quand la forêt est privée. Tout le monde a le droit d'aller collecter des champignons, aller pêcher, aller dans la forêt. Le droit d'accès à la forêt est garanti par la loi suédoise. Mais tu sais, je dis pas que c'est ça la solution. J'ai juste décrit que monsieur me demandait s'il y avait d'autres options que ça. J'ai dit oui, ça existe. Les Suédois ont fait ça. Mais pour moi, Irving, j'ai pas envie de vivre au Nouveau-Brunswick non plus. Puis Irving, tu sais, ce que vous décrivez est vrai, puis est absolument non désirable. Par ailleurs, Irving a augmenté beaucoup la possibilité forestière du Nouveau-Brunswick par ses interventions d'aménagement. Les forêts, étant donné qu'ils leur appartiennent, bien, ils les aménagent. Puis aujourd'hui, Irving, en tout cas dans très peu de temps, vont s'approvisionner à 100% dans leurs forêts à eux. Puis ils vont pouvoir augmenter leur production à partir de bois de qualité qu'ils produisent eux-mêmes dans leur aménagement forestier. Donc, ils ont réussi tout de même à atteindre des objectifs de production, mais les inconvénients que vous décrivez, pour moi, ne sont pas acceptables également. Donc, c'est pas vraiment une voie. Parce que nous autres, si on voit ici au Québec,
côté de la Tuque puis de Lac-Saint-Jean, on sait qui c'est propriétaire. Fait qu'il y a bien des gens qui seraient privés de ce coin-là. Oui. Bien, quand on a créé les ZEC, c'était pour redonner accès aux Québécois à la villégiature en forêt. T'sais, on a déclubé, puis on a créé les ZEC, c'était pour redonner un accès à tout le monde. Oui. Il y a eu des expériences qui ont été faites au Québec, les métairies, les forêts modèles, puis en lien peut-être aussi avec la forêt Montmorency. Donc, l'expérience de l'aménagement intensif et intégré multiressources a été faite. Donc, pouvez-vous nous parler un peu des résultats de ces différentes expériences-là? À la forêt Montmorency, j'en ai parlé un petit peu. Là, je pense qu'on a augmenté la production de bois de qualité, puis la possibilité forestière, le doublé. Puis, on a une exploitation intégrée des ressources, dans le sens qu'on a un secteur écrio-touristique qui génère des revenus, puis qui fait qu'au total, on a une économique avec laquelle on peut s'en sortir. C'est pas facile, c'est pas le paradis sur la terre, là, mais quand même, on a une économique qui fonctionne pour nous. Les métairies puis les forêts modèles, en tout cas, je suis pas un expert de ces expériences-là. Je sais que ça a été beaucoup étudié. Je sais que mon collègue Luc Boutillier, en politique forestière, il a étudié en détail toutes ces expériences-là. Je pense pas qu'on n'a jamais eu d'expérience très concluante dans ce sens-là. Le problème, c'était pas juste un problème d'intensification de l'aménagement, c'est un problème de tenure, de mode de tenure, de qui est responsable, de comment c'est organisé la responsabilité. Puis les métayers, je pense pas qu'il y avait un objectif d'être une entreprise à but lucratif. Tu sais, ça a été créé un peu comme une expérience du gouvernement fédéral, puis c'était très encadré. Tu sais, les fonctionnaires les visitaient tous les 6 mois pour voir comment ça allait, mais c'était pas vraiment des entreprises autonomes qui fonctionnaient par leurs propres moyens. C'était comme une expérience. Je pense pas que ça a été très concluant. Mais je suis pas un expert de ça. Il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Je pense que le DG du RESAM, Marc, a déjà été responsable d'une de ces forêts-là. Puis il a étudié ce système-là en détail. Puis je pense qu'à son congrès annuel, il va en parler au lac à l'eau claire prochainement, ce que j'ai vu. Lui, c'est vraiment un expert de ces expériences-là. Puis, mais tu sais, le bilan qu'on fait des expériences qui ont été faites à date est pas très extraordinaire parce que ça changeait pas le mode de tenure comme tel. Puis la nature économique des entreprises qui faisaient l'aménagement. Tu sais, c'était des entreprises, c'était pas vraiment des entreprises, c'était des organismes sans but lucratif, très contrôlés, très encadrés. Il n'y avait pas une logique d'entreprise derrière. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, parce qu'il est déjà 1h moins 10 et quelques minutes même. Alors, merci beaucoup, M. Beauregard, de votre conférence. C'est moi qui vous remercie. Ce dont je vous ai parlé, je pense pas. Merci. Alors, vous allez être obligé de prendre des applaudissements, là. C'est bien correct. Ce que je vous ai présenté, je pense pas que ça va arriver l'an prochain. C'est une perspective vers laquelle on pourrait évoluer dans les 5 à 10 prochaines années, puis peut-être qu'un jour, on va arriver à quelque chose qui va avoir plus de sens, puis peut-être qu'il y a quelques idées dans ça qui pourraient être utiles pour cette évolution-là. Mais je pense pas que c'est ça qui va se produire, surtout pas à court terme. Parce que là, l'an prochain, ça va être la fin de l'implantation du régime forestier. Le temps qu'on puisse faire le constat collectivement que ça marche ou que ça marche pas, ça va prendre un autre 3, 4, 5 ans. Fait que, tu sais, c'est ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut jamais penser qu'on est rendu. Il faut avoir une vision, puis il faut travailler dans le sens de cette vision-là. Merci beaucoup.